Guerre qu'Israël livre au Hamas dans la bande de Gaza. La phase principale de son offensive sur la ville de Gaza a démarré, précédée par un déluge de feux nocturnes qui a terrifié ses habitants, dont une grande partie a fui direction des zones qui n'ont d'humanitaire que le nom. Le jour même du lancement de cette offensive, une commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU accusait Israël de commettre un génocide à Gaza, car remplissant 4 des 5 critères du génocide tels que définis par la Convention de 1948. Sont mis en cause Benyamin Netanyahou et d'autres responsables israéliens, le président Herzog et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Dans ce contexte catastrophique pour les civils et face à ce qu'Emmanuel Macron qualifie de fuite en avant d'Israël, Paris s'apprête à reconnaître en début de semaine un État palestinien. On en parle ce soir avec l'un des plus grands spécialistes du Proche-Orient, Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe, auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels Questions juives, problèmes arabes, rétrospective de l'histoire de la région sur 2 siècles, réédité en cette rentrée chez Gallimard, une synthèse de 800 pages tout de même de votre ouvrage majeur, Henri Laurence, La question de Palestine, qui se décline quant à elle en 5 volumes passionnants. Bonsoir, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France 24. Israël a donc lancé cette semaine la phase principale de son offensive sur la ville de Gaza, qui comptait avant cette offensive 1 million d'habitants, malgré les condamnations internationales, malgré ce bilan catastrophique pour les civils. Israël poursuit tête baissée, avec donc pour objectif officiel d'en finir avec le Hamas. Votre réaction tout d'abord sur ce qu'Emmanuel Macron qualifie de fuite en avant d'Israël? On est d'abord absolument épouvanté par les images qui nous arrivent et de l'immense misère humaine qu'elle représente, et puis on ne voit pas de solution. Il semblerait, d'après certains, que le Hamas ait quand même conservé d'importantes forces de combat. On parle de 2000 à 3000 combattants. Même plus, d'après certains. Et puis, mais bon, c'est toujours difficile à savoir. Et puis, de toute façon, il n'y a pas d'avenir politique. C'est là le drame. Pour l'instant, les Israéliens détruisent la bande de Gaza, mais qu'est-ce qu'il y aura à faire ensuite? Ça, on est dans l'impasse totale, parce qu'il n'y a aucun projet crédible qui soit avancé. Par Israël. Par Israël et par la collectivité internationale. Il y a soit un projet vaguement d'expulsion de la population arabe, mais où? Parce qu'elle ne peut pas passer la frontière. L'armée égyptienne a repris une position le long de la frontière pour empêcher justement les Palestiniens d'entrer sur le sol égyptien. Et là, il y a des projets plus ou moins de créer une autorité internationale qui gérerait la bande de Gaza. Mais ce sera avant tout une nouvelle force d'occupation. Et on ne voit pas qui a envie de participer à une force d'occupation dans la bande de Gaza. Je le disais, le jour même du lancement de cette offensive, enfin de la phase principale de cette offensive sur la ville de Gaza, une commission de l'ONU estimait que la politique israélienne menée depuis le 7 octobre rassemblait 4 des 5 critères constitutifs d'un génocide, avec cette question de l'intentionnalité qui est au cœur de cette notion de génocide. On la retrouve effectivement dans les discours de certains responsables israéliens. Oui, d'abord, une chose très simple, que ce soit un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un génocide, c'est de toute façon des gens qui meurent. Et c'est pas réconfortant plutôt pour eux que de changer d'incrimination dans le cas de leur mort. Crime de guerre, c'est certain. Il suffit de prendre la définition du crime contre l'humanité dans le texte qui s'appelle le protocole de Rome. Vous n'avez que le trouver sur Google. Et vous verrez que la politique israélienne correspond parfaitement à la définition des crimes contre l'humanité. Génocide, la question reste ouverte sur l'intentionnalité, mais disons que les responsables israéliens font tout pour renforcer cet avis, vu les déclarations, on va faire un enfer, on va détruire encore plus, etc. Ce constat, en tout cas, n'oblige pas pour autant la communauté internationale? Déjà, première chose, il y a un droit d'ingérence qui n'existe plus, un droit de protection qu'on avait développé au début des années 2000 qui n'existe plus. À partir du moment où vous avez une superpuissance qui soutient l'État d'Israël, le reste du monde est bloqué.
Israël a franchi toutes les lignes rouges ces dernières semaines, notamment avec cette récente frappe inédite sur un bâtiment de Doha au Qatar qui abritait des responsables du Hamas qui étaient engagés dans les pourparlers autour d'un éventuel cessez-le-feu. Le dialogue en a été totalement torpillé. Depuis, les monarchies du Golfe ont resserré les rangs autour du Qatar, ce qui peut paraître surprenant à certains égards. Israël est de plus en plus isolé dans la région. Bah, c'est la thèse un peu du gouvernement Netanyahou. Il a déclaré, je crois hier ou avant-hier, qu'Israël devrait se penser comme une nouvelle Sparte combattante en permanence dans un Qui vivrait en autarcie. En autarcie, dans un environnement totalement hostile. Mais bon, c'était déjà le cas depuis le moment de la création de l'État d'Israël. Quelles conséquences vous pensez sur les accords d'Abraham ? Bon, les Émirats essayent encore de faire vaguement quelque chose en disant on les suspend s'il y a annexion de la Cisjordanie. Mais on sent aussi que les opinions publiques arabes, y compris celles des Émirats, la colère monte. Et cette colère aussi, elle monte. Mais les pays arabes ont quand même été relativement silencieux durant toute cette guerre à Gaza. Comment l'expliquer ? La première chose, c'est qu'ils ont peur des manifestations pro-palestiniennes. Ces manifestations pro-palestiniennes au début des années 2000 ont précédé le printemps arabe. Et comme tous ces régimes... Vous pensez notamment à quel pays ? Oh, la Syrie, l'Égypte, etc. Les mobilisations... Moi, j'étais du côté de la Syrie au début des années 2000, et les manifestations étaient largement spontanées. Alors, dans la Syrie de Bassis, des manifestations spontanées, c'était vraiment rare. Et donc, ils veulent absolument pas que la rue se manifeste. Donc, vous avez des mesures rigoureuses de sécurité, de contrôle de l'information, de contrôle des réseaux sociaux pour empêcher tout début de mobilisation populaire. Vous avez commencé à évoquer cette question de la Cisjordanie également, parce qu'il n'y a pas que Gaza, la colonisation s'y poursuit. Il y a ce projet de colonie E1 qui a été récemment validé par le gouvernement de Benyamin Netanyahou, qui de fait couperait la Cisjordanie en deux et empêcherait de fait toute viabilité à un éventuel État palestinien. C'est ça l'objectif d'Israël ? De toute façon, la formule de 1967 dit tout. C'était Lévi Eshkol qui était président du Conseil d'Israël à l'époque. Il parlait des territoires occupés. Il disait, on a la dot et la fiancée, mais il faudrait qu'on se débarrasse de la fiancée. Et depuis, ils n'arrivent pas à se débarrasser de la fiancée. Ils sont pris dans un cycle infernal, puisque l'occupation suscite nécessairement de la résistance, donc des dangers sécuritaires qui renforcent les mesures sécuritaires, qui renforcent les mouvements dits terroristes, et ainsi de suite. Les deux peuples rêvent de se séparer, mais ils sont impossibles à séparer. Donc une spirale sans fin. En tout cas, pour quelques siècles, j'en ai bien peur. Encore quelques siècles. L'objectif aussi d'Israël, c'est de constituer ce projet de grand Israël que Benyamin Netanyahou a répété aussi à de nombreuses reprises. De quand date d'ailleurs cette notion ? Alors, vous trouvez des projets sionistes au début du XXe siècle, au moment de la conférence de la paix, par exemple, en 1919 à Paris, où il y avait un grand Israël qui allait jusqu'au Liban Sud, d'une grande partie de la Jordanie d'aujourd'hui, et ainsi de suite. Ensuite, on a eu plutôt de calme parce que c'était mal vu du point de vue des relations internationales. C'était plutôt des espaces de sécurité qui étaient énoncés par les stratèges israéliens. Par exemple, dans les années 70-80, on disait notre espace de sécurité s'étend jusqu'à l'Euphrate. Mais ça ne voulait pas dire qu'on allait occuper le territoire jusqu'à l'Euphrate. Non, actuellement, ce qu'on a, c'est, pour dire les termes gentils qui sont utilisés par les stratèges israéliens, des ajustements de frontières, en particulier aux dépens de la Syrie. Et peut-être... Israël qui a d'ailleurs poussé son avantage après la chute du gouvernement syrien, qui continue d'ailleurs de grappiller des territoires aussi là-bas. Il va y avoir un accord a priori prochainement justement avec les nouvelles autorités syriennes à ce sujet. Bon, ça se discute pour l'instant, je n'ai pas le contenu, mais le gouvernement syrien dit que ça doit être analogue aux accords de 1975 et donc pas de cession de nouveaux territoires.
Bon, là, il faudra attendre que les choses soient rendues publiques. Henri Laurence, dans tous vos ouvrages, vous retraciez toute l'histoire de la Palestine, de toute la région sur 2 siècles. Cette question de la Palestine, c'est l'histoire d'une dépossession territoriale progressive. Ah bah, si on regarde les cartes, c'est évident. Si on prend, vous connaissez les jeux de cartes qui montrent que de décennie en décennie, l'espace arabe-palestinien se rétrécit en permanence. Mais cet agrandissement continu d'Israël ne permet pas, au contraire, à Israël d'assurer sa sécurité. C'est là le paradoxe. Quand, entre 1965 et 67, Israël avait évidemment des dangers militaires face à des armées régulières arabes, mais les activités, entre guillemets, dites terroristes avaient coûté 5 ou 6 morts en 2 ans à Israël. Depuis l'occupation par des territoires par Israël, ils avaient des centaines, voire des milliers de morts. Donc le raisonnement sécuritaire surte à la réalité des faits. Pour reprendre le titre de votre dernier ouvrage, qui est donc réédité en cette rentrée chez Gallimard, quand est-ce que la question juive est devenue un problème arabe ? C'était en fait, elles se construisent l'un l'autre, en quelque sorte. C'était Ben Gurion qui disait au début des années 30 que la question juive, c'est-à-dire le sort des Juifs en Europe, était transformée en problème arabe, c'est-à-dire la question des Arabes palestiniens. Mais il n'avait pas vu, évidemment, que le nazisme et la Shoah allaient se produire. Mais le drame d'aujourd'hui, c'est au-delà des terribles choses qui se passent sur le terrain, c'est qu'on va retrouver la question juive du 19e siècle, parce que ce qui se passe là remet en cause le statut, l'opinion, enfin la place des Juifs, en tout cas dans les sociétés européennes et occidentales, à travers les discours d'où des malaises puissants, des inquiétudes, etc. Et ce qui se passe là, c'est que les 70 000, mais qui sont probablement le double de victimes, ça va rester maintenant marqué vitam aeternam, ma vie éternelle, à l'État d'Israël, et voire même à l'ensemble des populations juives du monde. C'est une malédiction. Vous dites qu'après des décennies de conflits, le poids de l'histoire suscite une incompréhension mutuelle, un rejet de l'autre, une déshumanisation aussi. Déshumanisation, c'est le terme terroriste qu'il utilise. À partir de vous définissez quelqu'un comme terroriste, vous avez l'essence de le tuer. Et donc, à la limite, toute personne tuée par Israël, par l'armée israélienne, les services israéliens, est devenue par le fait même qu'il a été tué un terroriste. On a aussi aux États-Unis aujourd'hui, ailleurs, des définitions extensives du terme terrorisme qui sont en fait des instruments de déshumanisation. Et c'est là on se rapproche de la notion de génocide. Parce que pour qu'il y ait un génocide, il faut qu'il y ait déshumanisation. Henri Laurence, dans le cadre de notre traditionnelle carte blanche, dans Au cœur de l'info, vous avez choisi à ma demande une image d'archive qui en dit long sur les rapports justement entre ces deux communautés, israéliens et palestiniens. C'est une photo qu'on va voir apparaître dans quelques instants à l'antenne de Nati Shohat qui date de 2001. Voilà, une photo prise à Hébron. Une femme palestinienne demande l'autorisation de franchir un checkpoint avec ses enfants, un soldat de l'armée israélienne. Pourquoi avoir voulu revoir cette archive? Si on met toujours les Palestiniens ou les autres, les terroristes, en disant c'est la faute au mauvais discours, aux mauvaises idées qu'ils puissent avoir, la religion, le projet politique. Non, les choses sont beaucoup plus simples, c'est l'oppression. Et vous voyez ces enfants sur cette photo d'il y a près de 25 ans. Imaginez ce qu'ils peuvent penser aujourd'hui d'Israël et ce qu'ils ont envie de faire aux Israéliens. Et de le même côté, c'est le fait que toute une jeunesse israélienne ne connaît les Palestiniens que par le biais du service militaire, les checkpoints, etc. Il ne peut pas y avoir d'occupation heureuse et il ne peut pas y avoir d'occupation démocratique. C'est là le point absolument essentiel. Et c'est l'occupation qui engendre la violence. Le général de Gaulle le disait déjà en 1967.
Dans le contexte actuel, Emmanuel Macron et derrière lui une dizaine d'autres dirigeants s'apprêtent à reconnaître un État palestinien à l'ONU la semaine prochaine à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies. Une reconnaissance qui n'a que trop tardé. Oui, bah, si on regarde les étapes, en 87, c'était la proclamation de l'État de Palestine. Et puis, en 2002, c'était l'annonce par les États-Unis qui reconnaissaient que le but de la paix était la création d'un État palestinien. Donc, depuis 2002, on est à 23 ans d'écart. Mais à part quelques bénéfices juridiques pour les Palestiniens, ça n'apportera rien sur le terrain parce que... Ça ne peut pas être un levier pour la paix, comme le dit Emmanuel Macron? On n'a pas de partenaire. Le gouvernement israélien d'aujourd'hui ne cherche pas la paix. Donc, de toute façon, on ne voit pas comment s'en sortir. Quand vous avez 500 000 colons en Cisjordanie et 250 000 à Jérusalem, si on prend les chiffres de base, on ne voit pas comment un État palestinien peut exister. Et dans la mesure même où l'occupation engendre des besoins de sécurité, que la sécurité engendre de la violence, et ainsi de suite, on ne voit aucun mécanisme de réconciliation qui puisse exister. Et vous venez d'évoquer Jérusalem, on en parle moins, mais le statu quo à Jérusalem est là aussi menacé? Bah, pas menacé, parce que de toute façon, c'est déjà annexé. Mais on connaît les hypocrisies de langage. Au départ, par exemple, les Israéliens ont dit on va simplement étendre notre loi sur Jérusalem pour des raisons techniques. Et puis 20 ans après, puisqu'on a fait ça, c'était qu'une annexion en fait. Mais personne n'était dupe. À partir du moment où vous étendez votre loi, c'est que vous l'avez annexée. Henri Laurence, je constate que vous êtes assez pessimiste ce soir. Il y a de quoi. Comment sortir de l'engrenage actuel? Ah, ça, je laisse ça aux politiques. Moi, j'ai le droit d'être pessimiste avec le droit de me tromper. Avec le recul de l'historien aussi. Oui, et les politiques ont le droit d'avoir de l'espérance parce que sinon, ils n'entreprendraient rien. Merci en tout cas infiniment de nous avoir éclairé ce soir, Henri Laurence. Et je rappelle donc votre ouvrage, Questions juives, problèmes arabes, réédité en cette rentrée aux éditions Gallimard. Merci encore. C'est la fin de cet entretien qui est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous. Prochain point complet sur l'actualité dans quelques minutes.